On y arrive. Alors, la réversibilité, justement, je voudrais aussi là, que chacun puisse donner son sentiment, son point de vue et qu'on puisse préciser exactement ce que c'est parce que cette fois, il n'y a pas à proprement parler de texte législatif, qui l'encadre. Il y a une notion dont on a l'impression qu'elle émane à la fois d'une demande sociale, d'une responsabilité politique et qu'elle est à la confluence aussi des conceptions et des connaissances scientifiques, Le débat d'aujourd'hui. public sur la réversibilité aura lieu plus tard. Et il y aura une loi. Oui, oui, il y aura forcément une loi, mais il faut quand même en parler Mais puisque c'est la bien, demande a de le émergé définir. tant Je au suis tout point à de fait la d'accord. société que du politique et que le maître d'ouvrage, entre autres, s'en est saisi. Alors, si on revient au concret, qu'est-ce que ça veut dire la réversibilité? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, à chaque étape, on peut défaire ce qu'on a fait? Thibault Lavalette pour l'Andra. Alors, aujourd'hui, on parle bien d'un stockage profond réversible. D'accord ? Et effectivement, la question de qu'est-ce qu'on appelle un stockage profond réversible, c'est une question très importante qu'il faut qu'on discute en 2013, Madame Séné, pendant le débat public, parce qu'effectivement, tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, tout ce qu'on va se dire pendant le débat, ça va alimenter une future loi qui précisera bien, avant que le stockage puisse être autorisé, qu'est-ce qu'on appelle réversibilité. Et donc l'ANDRA, elle a fait tout un travail depuis plusieurs années d'écoute et de dialogue. On a rencontré au niveau local les riverains, on a parlé avec le CLIS, le comité local d'information et de suivi du laboratoire de Bure, qui a travaillé pendant plusieurs années sur cette question de réversibilité. On a également porté la question au niveau international. On a mis en place des échanges avec une dizaine de pays pour partager les différentes approches. Et donc nous, l'ANDRA, nous venons ce soir au débat public avec des propositions très concrètes en matière de ce que nous appellerions un stockage réversible. Alors justement, allons dans le concret. Alors, dans le stockage réversible, il y a deux mots. Il y a stockage réversible. Qu'est-ce que c'est qu'un stockage ? Fondamentalement, le but du stockage, c'est de proposer une solution qui puisse permettre de mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs. Donc le but du stockage, c'est de créer de la sûreté pour le très long terme. Le but d'un stockage réversible, selon la définition que nous proposons l'ANDRA, c'est que ce stockage géologique soit placé sous le contrôle de la société. D'accord ? Et donc très concrètement, qu'est-ce que nous étudions ? Aujourd'hui, nous étudions des solutions techniques qui permettent aux générations suivantes, si elles le souhaitent, si elles en avaient besoin, de pouvoir retirer les colis qui ont été stockés pour leur faciliter une telle opération. Nous proposons aussi très concrètement que la fermeture du stockage, qui sera une étape très importante, puisqu'on acceptera de diminuer le niveau de réversibilité en contrepartie d'une plus grande sûreté passive, eh bien nous proposons que ces décisions elles fassent à chaque fois l'objet d'une autorisation spécifique. Et nous proposons, c'est fondamental, je termine, Sûreté s'il vous plaît. passive. Non, mais si je ne comprends pas un concept, il faut me l'expliquer Voilà. tout de suite. Sûreté passive, ça veut dire quoi ? Le but du stockage, c'est de prendre conscience qu'on aura du mal à garantir que pendant 100 000 ans, la société saura s'occuper, garantir la sûreté de ces déchets radioactifs. Donc passif, Et donc, c'est dire que la structure elle-même elle est une fonctionne, sécurité voilà, en soi. Exactement. D'accord. C'est la géologie qui, à très long terme, protège l'homme et l'environnement de la dangerosité des déchets radioactifs. La troisième proposition, qui est extrêmement forte et que nous avons posée sur la table du débat public, c'est de proposer que pendant toute l'exploitation du stockage, on prévoit des points de rendez-vous réguliers avec la société, c'est-à-dire avec les riverains, avec les élus, avec la commission locale d'information, avec les évaluateurs, avec l'État, pour décider à chaque étape quelle est la prochaine étape du centre de stockage. Est-ce qu'on continue tel qu'on l'avait imaginé ? Est-ce qu'on fait évoluer cette solution ou pas, etc. Et donc, c'est très intéressant parce que le débat public de 2005-2006, il s'est un petit peu conclu sur la question, est-ce que pour gérer les déchets radioactifs, est-ce qu'il vaut mieux faire confiance à la géologie ou à la société, au stockage ou à l'entreposage ? Et nous, avec le stockage réversible, notre conviction, c'est que pour bien gérer les déchets radioactifs de manière sûre, on a besoin de la géologie et de la société. Et donc c'est ça la proposition fondamentale que nous, on pose sur la table du débat public en 2013. David Boilet, vous donneriez quoi, vous, comme précision sur la réversibilité, ce qui vous paraît possible, pas possible, à la lumière de ce que vient de nous dire M. Lavalette ? Donc, pour commencer, les déchets, ils sont là, et le fait qu'ils soient là, c'est irréversible. Donc, c'est la première chose. Deuxièmement, la décision d'enfouir, elle est aussi irréversible. C'est-à-dire qu'elle a été décidée il y a une trentaine d'années, peut-être même plus. Et puis, les populations, surtout près des sites concernés, s'y opposent. Mais ni l'État, ni l'ANDRA n'a reculé d'un iota. Donc, c'est décidé. Et puis, ils essayent de faire avaler leurs décisions à la population. Donc ça, les déchets, ils sont là, on ne peut rien y faire, c'est complètement irréversible, on ne peut pas revenir en arrière.
Le fait que l'ANDRA et les pouvoirs publics veulent enfouir, c'est aussi pratiquement irréversible parce qu'ils l'ont décidé. Et malgré les débats, malgré les grands mots sur la consultation des populations, chaque fois, à la fin, c'est on continue l'enfouissement, on continue l'enfouissement, on continue l'enfouissement. Donc là aussi, cette décision, pour moi, elle m'apparaît comme complètement irréversible. Est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de meilleure solution qui a été proposée? Non, alors c'est plus compliqué. Et en plus, je pense que c'est vraiment quelque chose plus pour faire avaler la pilule qu'un vrai concept sérieux. L'ANDRA a déjà des sites en surface, le centre-Manche et le centre dans l'Aube, ils ne sont pas réversibles. Ils n'ont pas été conçus pour être réversibles. Une fois qu'on ne peut pas aller les reprendre. L'ANDRA est venu, il y a quelques années, proposer un autre site d'enfouissement sur les FAVL, dont il y avait le mot réversibilité, n'apparaissait même pas dans tout le dossier. Donc c'est vraiment un concept qui n'existe que pour ces déchets-là. Je ne sais pas pourquoi ceux-là plus que les autres. C'est complètement incompréhensible. Donc c'est vraiment pour faire accepter par la population des solutions déjà décidées à l'avance que réellement une volonté de prudence. Donc ça, c'est mon point de vue. Et après, donc, ils ont mis en place des structures. Donc il y a une réflexion technique. Donc c'est plus de la récupérabilité. Donc certains colis qui pourraient être endommagés, on peut faciliter la reprise. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais on ne sait pas qui va décider, qui va financer, sur quel prétexte, qui a les pouvoirs. Vous dites que c'est la société qui va prendre. Toutes les consultations du public n'ont pratiquement peu changé. Là, moi, je siège dans une CLI autour du centre de stockage de la Manche, qui est un centre de stockage géré par l'ANDRA. Je vous promets que l'impact des riverains sur la décision prise, il est nul. L'ANDRA, elle se moque complètement des populations riveraines et de ce qui est dit. Donc on n'est pas du tout dans une démarche de consultation du public, c'est un leurre tout ça. On fera bien sûr répondre l'ANDRA. On finit juste ce tour de table. J'imagine que vous allez... Je l'imagine volontiers, donc bien sûr vous pourrez répondre. Non, mais Madame personnellement, comme je vous ai dit, je pense que la réversibilité, c'est pas possible à partir du moment où vous avez commencé à mettre vos combustibles, enfin ce que vous voulez, à l'intérieur de les déchets. Vous allez les mettre par le fond. Puis vous allez fermer. Parce que effectivement, comme il est dit, le stockage, il faut fermer de façon à ce qu'il n'y ait pas des phénomènes qui se produisent et qui abîment éventuellement ce qu'on a creusé. Mais c'est quand même curieux de dire après, je vais faire intervenir les populations. Mais les populations, elles sont autour. Et la première chose dont il faut se rappeler, c'est que dans la loi, il a été dit qu'on allait faire un stockage profond, là où il y avait eu un laboratoire. Et là, c'est là que justement le bas blesse. C'est qu'en 91, il avait été dit des laboratoires. Or, on a réussi les instances qui cherchaient ça ont juste réussi à trouver un laboratoire en disant que ce serait un laboratoire et que les personnes auraient le droit de ne pas accepter un stockage. Ça, c'était dans les années 91 que ça a été dit comme ça, et le choix du laboratoire s'est fait après en 98, et il n'y a pas eu d'autres possibilités parce que toutes les prospections qui se sont faites après, elles n'ont pas marché. Voilà. Donc les personnes ont dit non, et on n'a pas pu décider quoi que ce soit. Donc c'est vrai, c'est par défaut qu'on se retrouve à Bure. Mais les personnes de Bure, elles finissent, certains disent, tant pis, c'est comme ça, en posant plein de conditions, ce qu'elles ont raison d'ailleurs de le faire. Parce que quand on dit on va faire intervenir les populations, mais écoutez, dans 50 ans, on ne sait pas du tout ce qu'on va pouvoir faire. Est-ce qu'on va faire une enquête publique? Est-ce qu'on va refaire un débat? C'est le temps qui fait que c'est un petit peu difficile à gérer. Et qu'est-ce qu'on appelle, moi je vous dis, la réversibilité pour moi, ça signifie que on est capable de garder des colis quelque part, qu'on surveille comme la prunelle de son œil, jusqu'au moment où on va éventuellement les mettre quelque part, peut-être. Mais c'est pas le temps est nécessaire. Et je pense que peut-être il y a des solutions auxquelles on ne pense pas et que les générations futures seront capables de mettre en œuvre.
Parce que, bon, on me dit, on va s'en souvenir, on va avoir des possibilités avec un livre où on explique où ça se trouve en XY, etc. Oui, mais attendez, dans 100 ans, moi, je ne sais pas du tout ce que les gens vont se rappeler. On essaye de le faire pour un site qu'on vient de fermer. Mais quand vous regardez, vous dites, ah là, il faut 500 ans, etc. Mais 500 ans, vous retournez au Moyen-Âge. Vous êtes capable de lire un texte du Moyen-Âge? Vous êtes capable de comprendre ce qu'ils ont dit? Vous avez du papier qui tient le coup? Une encre qui ne craque pas tout? Et c'est pas si évident que ça. Hein. Et vous allez léguer quoi? Léguer quelque chose par le fond. Alors, finalement, peut-être qu'il vaut mieux un tumulus, parce qu'au moins on le voit. Alors, dernière intervention avant que M. Leballet ne réponde. François Bénus de l'IRSN. Alors effectivement, on n'est pas tout à fait d'accord avec Monique sur c'est le moment de le dire. Moi, encore une fois, je suis très inquiet des solutions d'attente éternelle. Alors, dire qu'aujourd'hui, le stockage, c'est déjà fait, etc., ben, quand même pas, puisqu'il y a la décision, on le voit bien, pose question, il y a encore beaucoup de travail à faire. En même temps, ça a effectivement la peau dure, parce que c'est une solution qui a évidemment été envisagée depuis très longtemps, dès lors qu'on s'est aperçu que les risques posés par ces déchets qui étaient à gérer étaient commensurables, non pas avec des durées historiques, mais des durées géologiques. Donc évidemment, mettre en rapport une solution qui vise à assurer la sûreté pendant des dizaines de milliers d'années, il n'y a que la géologie qui peut le faire. Donc évidemment, cette solution, elle n'a jamais été abandonnée, elle a été poursuivie, elle a été mise ensuite en France mise en rapport avec un entreposage pérennisé, avec la transmutation, donc il y a eu des débats sur le sujet. Ce que je veux dire, c'est que quelle que soit la solution qui est prise, il faut en prendre une. C'est-à-dire, miser sur le fait que la société saura mieux faire que nous demain, alors pour moi, ça n'est pas une approche prudente. Si on laisse un site à l'abandon, en surface, de combustibles usés ou de déchets vitrifiés, vous êtes absolument certain que les gens qui s'amuseraient à visiter ce type d'installation vont mourir. Il ne faut pas laisser ça faire. Alors, c'est pour ça que je dis, dès lors que les pouvoirs publics, mais pas seulement la société, se met d'accord sur le fait qu'il y a une solution qui n'est peut-être pas l'idéal, mais qui est la plus prudente à prendre par rapport à la gestion future, au risque futur de ces déchets, il ne faut pas attendre qu'on sache faire mieux demain pour l'apprendre. Parce que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il y a les compétences et il y a l'argent. C'est-à-dire la capacité de financer des solutions qui sont très chères. Oui, d'ailleurs, ça fera l'objet de toute une émission. J'en viens maintenant à la réversibilité. Donc c'est pour ça que je dis, moi je pense qu'à un moment donné, il faut décider, mais il ne faut pas toujours renvoyer à 100 ans, 200 ans, en disant la science saura mieux faire demain. Peut-être, il faut l'espérer, mais peut-être pas. J'en viens maintenant à la réversibilité. Alors vous avez raison, le principe, les eaux de stockage ne sont pas réversibles, et même à l'étranger, c'est quelque chose qui n'est pas tellement mise en œuvre, enfin en tout cas imaginé. Il y a quand même un certain nombre de pays qui se posent la question maintenant, mais enfin c'est vrai que d'une certaine manière, ça a été ajouté dans la loi de 91. C'était au départ une décision purement politique, sans réflexion technique derrière, il faut le reconnaître. Mais après tout, cette demande sociale, cette demande qui a été rajoutée dans la loi de 91, prenons-la au sérieux. Parce que finalement, ce n'est pas une mauvaise idée. Autant il faut prendre une décision, à mon avis, autant il faut prendre le temps de le faire bien. Et le temps de le faire bien, un stockage, s'il est conçu sur le papier, d'une certaine manière, avec des recherches qui sont faites dans les laboratoires, mais enfin, c'est pas la totalité de l'installation, s'il doit se faire, on pense à des développements de l'ordre d'une centaine d'années. Il faut aussi être modeste, la précaution, c'est aussi d'avoir un peu de modestie, et de se dire, on sait faire des beaux calculs, on sait faire des bonnes études de sûreté. Maintenant, il faut quand même les vérifier. Il faut les vérifier sur le terrain. Il faut se donner les moyens de vérifier ce qu'on a fait. Et si ça ne va pas dans le bon sens, c'est réparer ce qu'on a fait. Alors ça n'a qu'une durée limitée pour un stockage. Dire ça sera réversible sur 10 000 ans, 100 000 ans, c'est pas vrai. En revanche, pendant la période qui est d'ordre séculaire, et un siècle pour des générations, c'est pas rien.
pour avoir encore des choix possibles, là, pour le coup, c'est pendant ce siècle que ces dispositions, à mon sens, doivent être mises en œuvre et prises au sérieux. Ben, ça veut dire que quand même, ça repose très exactement à ce moment-là sur ce que je dis, le fait que les gens, ils vont pouvoir s'en occuper. Mais ça veut dire que tu ne vas pas trop vite pour faire ton stockage, parce qu'autrement, forcément, tu vas faire des erreurs. Le stockage, moi, personnellement, je pense que c'est pas la solution. Non, mais ça peut être fait par tranche, ça peut être surveillé, etc. C'est tout le débat. Fait par tranche. Écoute, dans l'analyse qui a été faite depuis des années sur ce problème-là, il est exact que dès les années 50, on a pensé effectivement au stockage profond. Oui. Pour l'excellente raison qu'au démarrage, on l'a envoyé dans la mer et qu'on s'est aperçu assez rapidement, c'était les Américains, qu'on perdait tout. Parce que la mer, il y a simplement des courants, etc., qui font que tout se déplace. Et qu'à ce moment-là, ça pollue. Bon, c'est pas plus mal, alors. Non, c'est très bien. Si on veut des algues géantes, etc., oui, c'est pas mal. Non, c'est pas plus mal de les ramener sur Terre, je veux dire. Oui, je voulais dire l'inverse. Alors, là, au moins, attention. Là, au moins, ils sont localisés. Voilà. Là, au moins, on sait où ils sont. À partir de là, on a pensé, pendant un premier temps, les mettre dans les mines d'uranium. Parce qu'on s'est dit, les mines d'uranium, il y avait de l'uranium, on ramène ce qu'on y avait pris. Sauf qu'on avait oublié une chose. C'est que c'est complètement craquelé, une mine d'uranium, parce qu'on a fait des tirs de mine pour pouvoir extraire l'uranium. Donc, c'est plein d'eau. Or, pour les déchets, il ne faut pas d'eau. Bon, d'accord. Et voilà. Donc, à partir de là, on s'est dit, on va essayer, on va voir, etc. Alors, bon, mais moi, je pense qu'on n'a pas terminé de travailler avec le laboratoire. On ne peut pas décider actuellement de faire un stockage géologique profond compte tenu de tout ce qu'on connaît. Je voudrais juste donner quelques éléments d'information. A été très patient, donc on va le laisser parler un petit peu. Donc quelques éléments. Recherches qui sont faites aujourd'hui au laboratoire souterrain. D'abord, vous dites que tout est décidé. Non, aujourd'hui, il y a une décision de principe qui est prise, qui est de demander à l'ANDRA d'étudier ce que pourrait être un stockage réversible, effectivement, sur le site qui a été caractérisé au moyen d'un laboratoire souterrain. Et ce n'est pas un choix par défaut, c'est surtout un choix parce qu'aujourd'hui, il y a un très large consensus de la communauté scientifique pour considérer que les qualités géologiques du sous-sol que nous étudions à Bure sont très favorables pour assurer la protection de l'homme et de l'environnement, pour assurer le confinement de la radioactivité à très long terme. D'accord ? Donc la première raison qui fait que nous étudions ce stockage en Meuse-Haute-Marne, c'est une raison qui est liée à la sûreté. Après, en termes sociétal, il y a eu toute une approche qui a été mise en place dans le cadre de la loi de 91 pour trouver des sites pour implanter le laboratoire. L'ANDRA avait proposé 3 créations de sites, à la fois pour des raisons scientifiques et pour des raisons d'acceptabilité. C'est le site du laboratoire de Bure qui a été construit, mais je veux préciser que l'ANDRA a poursuivi les recherches sur les autres roches, en particulier sur le granit, jusqu'en 2005, en s'appuyant notamment sur les laboratoires qui existent à l'étranger. Et donc en 2005, l'ANDRA a bien remis 2 dossiers, un sur un stockage dans l'argile et un sur un stockage dans le granit. Ensuite, la décision a été prise de continuer ce travail. Alors, vous dites que les populations locales ne sont pas associées. Moi, je peux vous dire qu'il ne se passe pas un mois sans que j'aille en Meuse-Haute-Marne pour rencontrer des élus, pour rencontrer des riverains, pour expliquer ce que je fais, pour parler de la réversibilité. Et qu'en face de moi, eh ben, il y en a beaucoup. Et qu'en face de moi, les gens, ils connaissent très bien nos activités, ils connaissent bien nos projets, ils se renseignent et ils nous posent des questions très concrètes. Vous me demandez quelle est l'implication aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que le fait que l'implantation des installations de surface telle qu'on l'étudie, telle qu'on le présente dans le dossier du maître d'ouvrage au débat public, c'est notamment le fruit non seulement des investigations géologiques faites sur le plan scientifique, mais de toute une démarche sur le terrain d'écoute des attentes des acteurs locaux. Donc on ne peut pas dire, je suis désolé, qu'on n'associe pas les acteurs locaux. Non, c'est pas la couleur des volets, Monsieur Boilet. Là, je suis désolé. Non. Les installations de surface. Ce que je veux également souligner, c'est qu'il y aura une loi sur la réversibilité. Ne parlez pas tous les deux en même temps, parce que là, juste, on ne vous entend pas ni à la télé ni à la radio. Je vous ai pas interrompu, Monsieur Boilet, donc laissez-moi finir, c'est terminé, s'il vous plaît. Les populations locales, elles ont exprimé leur avis lors des enquêtes publiques autour des laboratoires souterrains. Pendant toute la période entre ces enquêtes publiques, on présente nos travaux, on recueille leurs remarques. Les collectivités seront amenées à donner un avis lors préalablement à l'autorisation de création de CIGEO. Il y aura une nouvelle enquête publique à ce moment-là. Et donc nous, ce que l'on propose, c'est de continuer à s'appuyer sur ces acteurs qui connaissent bien le projet aujourd'hui pour que s'il est autorisé, eh bien, on continue à les impliquer dans les décisions suivantes qui vont venir.
Et dans les décisions suivantes qu'on va avoir à prendre en compte, vous parlez des horizons de temps. Hein. Eh bien, moi, je suis désolé, 100 ans, ça n'est pas rien. Hein. Moi, j'aurai 50 ans quand on placera peut-être un premier colis de déchets radioactifs dans CIGEO, s'il est autorisé, si nous avons apporté toutes les garanties auprès de l'IRSN et de la SN, etc. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous, on fait en tant que génération actuelle ? En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer, d'étudier sous toutes les coutures ce projet CIGEO, pour proposer aux générations suivantes une solution supplémentaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de choix. On produit des déchets radioactifs, on les entrepose dans l'attente d'une solution de gestion future. Donc la solution de facilité consistera à dire continuons à chercher d'autres solutions, peut-être que dans 50 ans, on trouvera autre chose. Sauf qu'aujourd'hui, autour de la table, personne ne peut me garantir, y compris vous, Madame Séné, qu'il y aura une autre solution dans 50 ans. Alors, peut-être, mais peut-être pas. Et donc, juste pour terminer, nous, ce qu'on essaie de faire avec ce stockage réversible, c'est de donner aux générations suivantes un outil supplémentaire pour gérer les déchets radioactifs, qui leur permettra, si elles le souhaitent, de mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs. Mais ce sont elles qui prendront ces décisions, puisque ce sont elles qui seront là le moment venu, quand il faudra fermer le centre de stockage, et pas nous qui sommes autour de la table. Très bien. Une très rapide réponse de M. Boilet qui a demandé la parole. Parce que moi, je suis là, effectivement, ne vous inquiétez depuis pas. 40 ans. Ne vous inquiétez Donc, pas. je peux vous garantir juste... que les entreposages qui existent actuellement, pour les reprendre, eh ben, il y en a au moins chaque fois pour 50 ans. Parce qu'on les a fait n'importe comment. Alors, je veux bien qu'ils me disent qu'on ne le fait pas n'importe comment. Mais là, je suis moins d'accord avec ça. Parce que c'est très difficile de dire qu'on a la solution. On a une solution. Et si on s'est gouré, ce qui vient d'arriver pendant 40 ans, eh ben, on a tous les entreposages, on en a comme ça, et on a tous les sites de mines. Ça veut dire 200. Les entreposages, laissez-moi vous dire que ce qu'on reprend à Cadarache et à Marcoule, on n'est pas près d'avoir terminé. Alors, donc voilà. On va en reparler. Je voudrais juste que ne disons pas que c'est très facile. Parce que je vous dis, moi j'ai l'expérience. Madame Séné, vous allez pouvoir vous exprimer très, très longuement. Je voudrais juste que M. Boilet finisse son propos, puisqu'il fait un petit moment qu'il a demandé la parole. Et surtout qu'on passe à nos questions, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui ont des questions très précises. Et dès que vous aurez fini, on va prendre les premières questions. Donc, je suis tout à fait d'accord pour dire que ces déchets radioactifs à Villon posent un réel problème éthique. Et de qu'est-ce qu'on doit en faire, comment on décide. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il faut aussi qu'on décide. Et on a un devoir de décision. Mais de dire que l'alternative, c'est l'enfouissement ou ne pas décider ou ne rien faire, c'est très caricatural. Ce qui a été proposé par le précédent débat, c'était l'entreposage pérennisé, c'est-à-dire qu'on le gardait en surface, mais qu'on mettait en place toute une structure avec un financement, une formation et un savoir-faire pour reprendre régulièrement les déchets radioactifs. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point, pour moi, le ministère en France qui est le meilleur garant de la mémoire, c'est le ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire que, certes, les textes du Moyen-Âge, on ne les connaît pas, mais tout le monde connaît le théorème de Pythagore, qui est bien plus ancien, mais pas parce qu'il est marqué sur un bout de papier quelque part dans une langue que personne ne connaît, mais parce qu'il est repris régulièrement, retraduit et puis réenseigné. Donc c'est un peu la même logique derrière cet entreposage pérennisé, c'est-à-dire que la mémoire a ses 100 ans ou quelques siècles, mais donc si on reprend, si on met la structure et si on a toute une structure pérenne pour gérer ces déchets, peut-être qu'on va retirer. Donc dire que c'est l'enfouissement ou ne pas décider est assez caricatural. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a un réel enjeu éthique, c'est pareil, c'est dit, c'est on fait rien ou on enfouit, mais ce dont l'inventaire de CIGEO, c'est un très faible pourcentage de ce qui sort des centrales nucléaires. La majorité de ce qui sort des centrales nucléaires, c'est pas classé en déchets, c'est classé en matières potentiellement valorisables, même si elles ne sont pas valorisées, si on n'a pas la technique pour les valoriser et si on ne sait pas quoi en faire. Donc, plus de 90% de ce qui sort des centrales... est à faible activité. Non, à haute activité. Tous les combustibles irradiés qui ne sont pas retraités, parce qu'on ne sait pas les retraiter, parce qu'on ne sait pas quoi en faire derrière, n'est pas dans l'inventaire CIGEO, n'a pas de solution. Donc, c'est classé en matière valorisable. Donc, ce n'est pas des déchets, donc on s'en lave les mains. Et ceux-là, il n'y a rien, on n'en parle pas. Et pour eux, les générations futures vont devoir les gérer et il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Donc, d'une certaine façon, on nous dit il faut enfouir parce que ça, il faut se dépêcher d'enfouir, on ne sait pas faire autre chose. Puis d'un autre côté, on dit les générations futures vont pouvoir gérer ces combustibles usés, ce MOX dont personne ne sait quoi faire, vont pouvoir gérer toutes ces matières dites prétendument valorisables
alors qu'il n'y a aucune solution proposée. Alors là, Et je les crois solutions qui sont proposées pour ces matières valorisables, c'est continuer du nucléaire, donc c'est continuer à générer des déchets pendant des siècles pour, in fine, se retrouver avec exactement le même inventaire de plutonium dont on ne saura pas plus faire. Donc c'est reporter le problème. Donc comment est-ce qu'on peut nous raconter que d'un côté, les générations futures vont pouvoir gérer toutes ces matières valorisables, mais ne pourront pas gérer moins de 10% de ce qui sort des centrales? Ça, c'est incompréhensible pour moi. Très rapidement, Juste pour parce votre que vraiment, information, juste pour on votre a vraiment information. des questions. Donc, concernant la question des combustibles usés, nous sommes très clairs dans le dossier que nous présentons au débat public. La faisabilité de principe de leur stockage a été établie en 2005. Aujourd'hui, effectivement, ils sont considérés comme des matières radioactives, donc ils ne sont pas dans l'inventaire de référence de CIGEO, mais nous devons montrer pour 2015, la SN l'a demandé, que le stockage pourrait s'adapter si un jour il y avait un changement de politique nucléaire. Alors, dans une petite seconde, on va passer à quelques questions de nos auditeurs. À vous la parole. Alors, il y a déjà eu des questions auxquelles vous avez commencé à répondre. Je pense à Philippe Portman qui nous demande qu'entendez-vous par réversibilité du projet. Je crois que chacun a pu s'exprimer un petit peu là-dessus. Le stockage est-il réversible? On l'a aussi un petit peu balayé. Est-ce que c'est une réversibilité à terme aussi? Alors, je vais prendre plutôt la question de Yann Flory de Richevillers. Comment croire à la réversibilité du stockage CIGEO quand la réversibilité du stockage de déchets ultimes de Stocamine à Wittelsheim, rendue obligatoire par la loi de 92, n'est pas mise en œuvre? Qu'est-ce qui veut bien répondre à ça? Qu'est-ce qu'il y a? Thibault Lavalette de l'Andra, qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, donc là, ça va me permettre de détailler un petit peu concrètement sur le plan technique, qu'est-ce qu'on fait pour permettre le retrait des colis du stockage. Et bien sûr, à titre personnel, j'ai été visiter le site de Stocamine, qui est un site différent de celui que nous étudions, et je pense qu'il y a un certain nombre d'enseignements qu'on peut en tirer et que nous mettons en œuvre aujourd'hui dans le projet CIGEO pour faciliter une opération éventuelle de retrait. Premièrement, dans nos métiers, ce qui est fondamental, c'est le déchet que l'on va placer dans l'installation de stockage. Et de ce point de vue-là, toutes les étapes de contrôle, depuis sa production sur le site de producteur jusqu'à l'acceptation sur le site de stockage, revêt bien évidemment une importance fondamentale. Et c'est au cœur des travaux et des exigences que nous fixons pour accepter un colis de déchets dans le centre de stockage. Après, ce colis de déchets radioactifs, une fois qu'il va être préparé en surface, contrôlé, on va le transférer à 500 mètres de profondeur pour venir le placer dans un tunnel de stockage au milieu de la couche d'argile qui va assurer à très long terme le confinement. Aujourd'hui, nous, quand on conçoit cet ouvrage, on le conçoit comme un tunnel avec une paroi en béton épaisse qui va permettre d'éviter les déformations pendant toute la période de réversibilité et de garantir que l'on pourra venir accéder aux colis. On place les colis de telle sorte qu'on garantit des espaces suffisants entre chaque pile de colis pour pouvoir les retirer. Et on teste aussi pour s'assurer que les robots peuvent faire une opération non seulement de mise en place, mais également de retrait de colis. Et donc ça, c'est un ensemble de dispositions techniques qui, de mon point de vue, permettent d'assurer que l'on sera en capacité, sur cette échelle séculaire, de pouvoir retirer les colis de déchets radioactifs. Alors ça ne suffit pas. Si un jour on devait faire une telle opération, très concrètement, la première question que se poserait l'exploitant, c'est quel colis aller chercher, quelles sont les conditions à l'intérieur de l'alvéole pour faire cette opération-là. Et donc là, on en a parlé en introduction, bien évidemment, la surveillance, la mise en place d'un ensemble de capteurs dans le centre de stockage pour connaître les conditions que l'on trouverait dans l'alvéole, la gestion de l'inventaire, c'est un sujet sur lequel vous revenez souvent, Madame Séné. Aujourd'hui, dans nos centres de stockage, on sait précisément chaque colis que l'on place, on l'archive, on le garde en mémoire, et pour pouvoir, le cas échéant, savoir où aller le rechercher si nécessaire. Donc en fait, si vous voulez, très concrètement, sur la récupérabilité, cette capacité à pouvoir ressortir des colis déchets du stockage, je pense que l'exemple de Stocamine illustre qu'il y a un certain nombre de dispositions qui, si elles sont pensées le plus en amont possible, c'est-à-dire lors de la conception, derrière, peuvent grandement faciliter les opérations de retrait ultérieur si elles doivent avoir lieu. François Bénus, l'enseignement qu'on peut tirer de Stocamine, vous pensez que c'est intéressant? Oui, je pour répondre aussi à la question de votre internaute, ou la question que vous avez posée, je crois qu'il faut, par rapport à la réversibilité ou la notion de récupérabilité des colis, je crois qu'il faut quand même distinguer deux choses. Vous avez la question des gestions, des gestions accidentelles. Donc Stocamine, c'est un incident au départ qui a dérivé, puisque c'était des déchets qui ont été admis sur le centre et qui étaient, je crois, déjà avaient un potentiel de combustion et qui ont été stockés comme ça, ce qui n'aurait pas dû arriver. Mais finalement, c'est une situation d'accident.
Vous avez la mine d'Asse en Allemagne. La mine de sel, oui. Pareil, c'est une situation d'accident. Alors évidemment, quand on veut bien concevoir une installation nucléaire, il faut essayer de prévenir l'accident le mieux possible. C'est ce que Thibault Labalette a dit, en prenant en amont à la conception et pour les dispositions d'exploitation le plus de dispositions de prévention Et de ce type précaution, d'accident comme on et essaie de le définir précaution. tout à l'heure. Oui. Bon, ça, c'est une démarche assez classique dans l'industrie nucléaire qui s'appelle la défense en profondeur. Je ne veux pas me noyer sous le jargon. Simplement, vous avez là des situations qui ont dérivé, clairement, et qui ont généré des vrais problèmes. Et là, le mode que vous avez d'intervention, pour moi, ce n'est pas au sens de la récupérabilité du colis. Vous devez intervenir pour essayer de retirer ces colis. Et là, c'est vrai que c'est des situations qui ne sont pas toujours simples. Et là, les Allemands ont décidé de retirer les colis. C'est des dispositions difficiles à mettre en œuvre qui comportent un certain nombre de risques. Maintenant, ils ont quand même décidé de le mettre en œuvre. La récupérabilité, c'est-à-dire la réversibilité au sens technique du terme, c'est-à-dire se donner les moyens de pouvoir revenir en arrière, c'est au moyen de la récupérabilité des colis, c'est pas nécessairement à comprendre comme la gestion d'un accident. C'est donner une liberté de choix, effectivement. Structurelle. Oui, voilà, par conception, de pouvoir revenir par des méthodes normales. Entre guillemets normales, un petit peu comme on met les déchets, de pouvoir les retirer, de manière à pouvoir justement permettre aux générations d'après de mettre en place, au moins pendant un temps donné, cette possibilité, s'ils veulent faire d'autres choix. Et encore une fois, pour moi, ce n'est pas forcément l'optique de faire d'autres choix, on ne peut pas en présager. En revanche, c'est un principe de précaution, de sûreté aussi, parce que je trouve bon qu'on ne passe pas un enfouissement direct des déchets en obturant tout le stockage d'un coup. Je pense que cette période d'observation et se doter de critères qui permettent de voir comment le stockage évolue pour voir si les prédictions qui ont été faites au départ sont bonnes, c'est une vérification que je trouve prudente et d'une certaine manière, ce principe de réversibilité l'offre. Maintenant, il faut que ça devienne du concret, c'est-à-dire que ce soit des dispositions clairement faisables, basées sur des critères mesurables. Et ça, c'est tout l'enjeu de demain, de bâtir, et qu'on attend de l'ANDRA de faire ce travail. Alors, on va avoir des questions sur comment est-ce que ça peut se faire, mais je vois que Monique Sonnet, vous n'étiez pas du tout d'accord avec M. Bénus. Pas complètement, parce que Stockamine, c'était effectivement une démonstration de réversibilité. C'est-à-dire, c'était des fûts chimiques, ce n'était pas des fûts radioactifs. Et normalement, ils devaient être mis dans une mine. C'était les mines de potasse d'Alsace. Et effectivement, la vérification des colis a été insuffisante. Résultat, on a mis des colis qui contenaient des produits organiques, etc. Et donc, ça a pris feu. Et effectivement, il s'est dégagé une fumée extrêmement toxique. Et la seule solution qui est apparue, c'est de tout fermer. Et depuis, c'est fermé. Voilà. Et ça s'est consumé encore un certain temps, mais c'est effectivement un endroit pollué par du chimique, je suis d'accord. C'est parce que on a réutilisé une mine de sel. Et donc, il y avait déjà des trous, etc. Et en plus, l'endroit où on a fait, donc, il n'y avait pas le confinement. Non. Et puis, de toute façon, l'eau a fini par venir absolument balayer les fûts. Alors, je sais que l'Allemagne essaye de les récupérer, mais ça n'est pas encore fait parce qu'il faut des robots, c'est pas évident. Et en plus, c'est extrêmement radioactif et ça n'a pas du tout jamais été prévu. Donc voilà. Et alors maintenant, si vous voulez, moi, quand j'écoute qu'on va pouvoir retirer tout pendant... Non, en réalité, il y a un moment où quand vous aurez fermé, vous pourrez encore retirer peut-être le dernier fût que vous aurez mis, mais certainement pas le premier, parce que vous aurez tout fermé. Et que voilà. Et je regrette, vous allez laisser quand même quelque chose qui ne sera pas réversible. Alors si vous travaillez pendant 150 ans,
ça veut dire que vous espérez que tout va bien marcher. Et c'est ça, moi, qui me pose problème. Vous me dites que vous allez pouvoir vérifier tous les fûts. Je vous ai déjà demandé, j'ai déjà demandé plusieurs fois à l'ANDRA si effectivement elle les vérifie un par un. Et apparemment, c'est plutôt un tous les je ne sais pas combien. Et donc, non, les fûts ne sont pas forcément vraiment corrects. Et en plus, il est vrai aussi que les verres à l'intérieur, ça ne sera pas des blocs de verre, mais ça sera Le tout verre qui craquelé. vitrifie les déchets, voilà. Quelques petites questions, parce que peut-être qu'il y a aussi une méconnaissance ou une mauvaise lecture de certains documents officiels de l'ANDRA. Patrick Varnet de Montsaujon nous dit « Alors que les responsables de l'ANDRA parlent de non-réversibilité au-delà de 20 ans, comment penser qu'au bout de 100 ans, les colis pourront être récupérés? Comment une loi sur la réversibilité pourrait être votée? Sur quelle base ?» Alors, Vous dites il y a une non-réversibilité au-delà de 20 ans? Non, je ne pense pas que nous ayons dit qu'il ne nous restait pendant au-delà de 20 ans. Au contraire, nous avons écrit dans les différents documents soumis au débat public, on a bien rappelé que le Parlement nous demande que le stockage soit réversible pendant au moins 100 ans. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Madame Séné, effectivement, le stockage, il est conçu pour pouvoir être fermé un jour, d'accord, et pour pouvoir assurer de manière totalement passive, c'est-à-dire sans nécessité d'action humaine, la sûreté et protéger l'homme et l'environnement des déchets radioactifs. Et il est vrai que quand on va mettre en place ces opérations de fermeture, on va accepter de s'éloigner des déchets radioactifs et donc la réversibilité va devenir plus complexe. Et c'est donc bien pour ça que l'ANDRA propose, dans ses propositions pour la réversibilité, de dire que chaque étape de fermeture, ce n'est pas uniquement une décision de l'exploitant qui dit « je commence à fermer l'alvéole », mais c'est une décision qu'il faut bien partager avec les évaluateurs, avec les riverains, avec les différentes parties prenantes. Et c'est d'où là toute la force de ce que l'on propose en disant on propose des rendez-vous réguliers pendant toute l'exploitation du stockage. Madame Séné me dit est-ce qu'on va avoir des difficultés, comment est-ce qu'on va constater, etc. Nous, ce que l'on propose très concrètement, c'est que périodiquement, on fasse des points sur comment s'est passée l'exploitation du stockage. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce qu'il y a des choses à corriger? Est-ce que l'on continue dans telle direction? Et c'est vraiment au cœur de l'approche que l'on propose. David Wallet, vous voulez prendre la Je vais parole réagir. là-dessus? Donc ça, c'est de la théorie. Et je vais parler des faits. Les faits, c'est le centre de stockage de la Manche. C'est les anciens employés de l'ANDRA, les premiers, le centre de stockage de la Manche qui est à La Hague avec des déchets En surface. en surface, les premiers déchets. Il est fermé. C'est le premier centre de stockage français. Les premiers employés de l'ANDRA disent qu'au début, ils ont mal travaillé. Il n'y a pas de fond. Ça va directement dans la nappe phréatique. Et ils sont plusieurs à dire que nous avons mal travaillé. Il faut reprendre au moins la partie nord du centre de stockage de la Manche. Et ce n'est pas des écolos stupides et peureux. Ce sont les employés de l'ANDRA qui disent ça. Mais personne ne les écoute parce que tout le monde est bien content. On s'est débarrassé de ce problème et on ne va pas aller le rouvrir. Donc prendre la décision d'aller fouiller et de revenir en arrière alors qu'on n'a rien d'autre de mieux à proposer, c'est excessivement difficile. Donc l'ANDRA, elle nous fait une belle théorie avec la consultation des riverains, mais dans les faits, ça ne marche pas. Ça marche pas parce qu'une fois qu'ils sont là, bon, ça va polluer un peu l'environnement, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Et puis, comme on n'a rien d'autre à proposer de toute façon en échange, parce qu'on a vu tout miser sur l'enfouissement et l'enfouissement. Et de toute façon, donc si on va aller rechercher des colis, qu'est-ce qu'on va en faire? Les renfouir ailleurs, mais on n'a pas d'autres sites. Donc de toute façon, le mieux, ça va être dangereux d'aller les rechercher, même si on a des robots pendant 100 ans. On n'aura rien d'autre à proposer d'aller les remettre de toute façon dans une autre alvéole à côté, quitte à les avoir reconditionnés. Et c'est tout. Donc les faits sont le centre de stockage de la Manche, la partie nord risque de s'effondrer. Les employés de l'ANDRA de l'époque disent on a mal travaillé. Il y en a même un, il dit pour moi, j'en dors pas toutes les nuits de laisser ce centre dans cet état à mes enfants et mes petits-enfants. Et il dit même j'ai mal travaillé. Et je le reconnais. Et il faut aller reprendre ça. C'est impossible d'avoir un débat, impossible de discuter. Dès qu'on en parle à la CLI, l'ANDRA refuse de parler. Donc quand elle parle de consultation des populations, elle me fait rire. Dans les faits, c'est faux. C'est faux. Quand elle dit c'est basé sur la surveillance du centre de stockage de la Manche, elle n'est pas correcte. La surveillance des nappes phréatiques, elle n'est pas correcte. L'ACRO vient de le démontrer dans une étude que l'ANDRA surveille mal les nappes phréatiques. Conclusion de l'ANDRA, c'est « Ah, l'ACRO a démontré qu'on surveillait bien », alors qu'on a dit exactement l'inverse. C'est vraiment un réel mépris des populations. Et pour montrer le mépris des populations de l'ANDRA, je ne sais pas si vous avez lu le contrat d'objectif entre l'ANDRA et l'État.
Dans ce contrat d'objectif, il y a un paragraphe sur le débat actuel là. Et qu'est-ce que l'ANDRA va tirer comme conclusion de ce débat? Elle va compter le nombre de cahiers d'acteurs favorables au projet. C'est tout ce qu'elle va retenir dans le contrat d'objectif avec l'État. C'est pitoyable. Pitoyable. Alors, monsieur Alors, Boilet, là, attendez, je si voudrais vous répondre, s'il vous plaît, je voudrais répondre à ce que vient de dire monsieur Boilet, parce que là, attendez, vous allez répondre. non, Mais Landra- Landra a mis- je voudrais juste faire préciser quelque chose. C'est que vous nous donnez un exemple de quelque chose qui s'est mal passé. Quelque part, vous donnez des bons arguments à monsieur Labalette qui nous dit, nous, on essaie de prendre tout en compte. Alors, il y a un certain nombre d'accusations qui ont été proférées à l'encontre de l'ANDRA. Je voudrais rappeler que l'ANDRA, elle est responsable de la sûreté du centre de stockage de la Manche. Et aujourd'hui, il y a une équipe sur place d'une dizaine de personnes qui met en œuvre un plan de surveillance sur l'installation. Et la responsabilité première de l'exploitant, c'est de garantir la sûreté du site. Et donc très clairement, contrairement à ce que vous dites, aujourd'hui, la sûreté du centre de stockage de la Manche est établie et c'est une installation qui ne présente pas de risque pour l'environnement ou pour les riverains. Ce centre de stockage, c'est le premier centre de stockage qui a été construit en France. Il est exploité entre 1969 et 1994. Et donc, dans les années 1990, s'est posée la question de la fermeture du centre de stockage, qui est un centre de stockage de surface sur lequel on a construit aujourd'hui une couverture étanche qui évite que l'eau s'infiltre à travers les colis de déchets radioactifs. À cette époque-là, la question que vous évoquez, on n'a pas attendu aujourd'hui pour la traiter, elle a été instruite. Et donc les gens se sont posé la question, est-ce qu'il faut aller rechercher certains colis de déchets radioactifs dans le centre ou pas? Et il y a une réponse très claire qui a été faite, qui est non, on n'a pas besoin de le faire, parce que premièrement, le centre de stockage est sûr, et deuxièmement, faire une telle opération aurait plus de risques pour les gens qui feraient l'opération et pour l'environnement que de laisser le centre de stockage en place. Donc à ce moment-là, la décision a été prise de passer le centre de stockage en phase de surveillance. Donc on voit bien l'importance de ces étapes de fermeture. Effectivement, il y a des vraies décisions à prendre. Et aujourd'hui, on a mis en place une couverture. L'ANDRA, chaque année, fait une dizaine de milliers de mesures dans l'environnement qui montrent que l'impact du centre de stockage, aujourd'hui, il faut bien se rendre compte, il est 1000 fois inférieur à l'impact de la radioactivité naturelle. D'accord ? Et donc, nous avons tout un travail pour pérenniser ces dispositions, en particulier pour rendre encore plus pérenne la couverture qui a été mise en place. Et nous travaillons également sur la transmission de la mémoire, qui a été évoquée tout à l'heure, puisque bien évidemment, c'est une composante très importante de notre travail. Et nous, côté ANDRA, nous sommes en mission, nous sommes chargés de proposer un certain nombre de dispositions qui permettent de garantir le plus longtemps possible la pérennité de la mémoire sur nos sites de stockage. François Bénus voulait répondre. On ne va pas faire toute l'émission non plus sur la Hague. On ne va pas essayer de faire tout un débat sur le CSM, puisque ce n'est pas l'objet. Simplement sur l'exemple de réversibilité, c'est typiquement le centre de stockage qui n'est pas réversible. Il n'a jamais été conçu pour ça. Il a été effectivement... C'est un centre historique qui est exploité par le CEA au départ. À une époque où les déchets, et là Monique sera d'accord, on s'en préoccupait pas trop, on les posait quelque part, et puis voilà. Ensuite, l'ANDRA a fait un travail de reprise de cet ensemble-là. C'était pas du tout un ensemble neuf. Alors effectivement, c'est un centre qui n'est pas conçu à l'origine sur les standards actuels, mais en même temps, là, on est typiquement dans ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le démembrer ou il faut... quelle est la meilleure solution? Il y a une commission, c'était la commission Turpin, qui a évalué ce sujet-là. Et qui a effectivement dit qu'ils ont considéré que ce n'était pas une bonne idée que d'essayer d'enlever en particulier un certain nombre de colis de déchets qui étaient au centre. Parce qu'ils étaient parce que les risques, voilà, les risques par rapport, si vous voulez, au risque induit par ces déchets à terme et le risque à prendre, à intervenir immédiatement élevé, sans attendre de décroissance radioactif étaient trop élevés. Bon, je termine là-dessus. Pour les histoires de surveillance, permettez-moi de dire à mon tour que je trouve que c'est un peu caricatural. C'est vrai qu'on peut toujours faire des progrès sur la surveillance. Vous avez mis en évidence un certain nombre de choses sur la surveillance du tritium. En même temps, c'est un centre qui est très surveillé depuis des années. On assume, nous, puisqu'on a approuvé les dossiers de l'ANDRA par rapport à la surveillance, on considère que la surveillance qui est destinée à détecter des évolutions du centre est plutôt bien faite. Donc je clôt là-dessus. Ça nous permet de dire que malgré tout, la surveillance
Et pour revenir au sujet de réversibilité, c'est la clé de la... Là, pour le coup, c'est la clé de voûte de la mise en œuvre concrète de la réversibilité.